Nous sommes maintenant rendus dans un village tout spécial dans la région de Clarence-Rocklin. Un village qui était anciennement connu comme The Brooks. Vous l'avez sûrement deviné, il s'appelle maintenant Bourgette. Ce village a été connu pendant plusieurs années comme étant une destination clé pour l'essor économique de la région ici dans Prescott-Russell. Elle a accueilli restaurants, elle a accueilli des hôtels et même un poste de téléphonie. Laissez-moi vous présenter un village tout spécial, particulièrement pour moi, que nous allons découvrir au travers de 3 émissions ici pour Pèlerinage de notre voisinage. Nous sommes maintenant rendus à notre premier endroit ici de notre pèlerinage dans la merveilleuse région de Bourgette. Nous sommes au 139 rue Lévis, dans le village qui porte le même nom. Cette histoire est particulière. Elle débute en 1893, alors qu'elle est un atout incontestable pour le développement économique des villes et des villages avoisinants. Les voies ferrées étaient un système de transport efficace de marchandises et de personnes entre Montréal et Ottawa. La gare a cessé de fonctionner dans les années 1970. Toutefois, il y avait quand même un transport qui s'arrêtait jusqu'en 1984, ici à la gare de Bourgette. À la fermeture de la gare, le Canadien Pacifique, qui appartenait à la gare de Bourgette, a décidé de vendre cette dernière à son dernier chef de gare, M. Maurice Robillard. M. Robillard occupait le poste de télégraphiste à la gare. Après plusieurs années dans ce poste, il devient le chef de la gare. Lorsque celle-ci a fermé, il était devenu le contrôleur itinérant de la division Laurentienne ainsi que de celle de l'Outaouais. Il fut également secrétaire et président d'une des chambres de commerce de la région. Ensuite, il a été directeur ainsi que vice-président de la Société de l'aide à l'enfance des comtés de Prescott-Russell. Finalement, il a siégé à titre de conseiller municipal du canton de Clarence, avant la fusion que nous connaissons maintenant de la cité de Clarence-Rocklin. Comme il est décédé en 1913, le bâtiment est maintenant la propriété de Clarence-Rocklin, tandis que le terrain, lui, appartient à Via Rail. De nos jours, les gares, comme vous la voyez derrière moi, sont très limitées. D'ailleurs, la gare de Bourgette est parmi l'une des seules existantes encore de nos jours, ce qui la rend très rare et surtout très inestimable. Les passages où étaient précédemment les voies ferrées sont maintenant transformés dans le sentier récréatif de Prescott-Russell. Une place où les gens peuvent se déplacer, se divertir et surtout être sportif dans la région de Prescott-Russell. Vous pouvez maintenant, avec le sentier récréatif, faire de la bicyclette et bien d'autres activités à l'extérieur durant toute l'année. La gare de Bourgette est un vestige qui est parmi nous depuis 1893. Bien que plusieurs soient passés devant, bien peu de personnes y ont accès. Pèlerinage de notre voisinage a eu l'opportunité de vous offrir une visite singulière de ces lieux. La gare est formée d'une structure typique de l'époque, arborant une forme rectangulaire simple. En 1970, lorsque M. Robillard a acquis les lieux qui lui ont été conférés par la Canadienne Pacifique, cette gare n'offrait pas les infrastructures nécessaires pour y habiter quelqu'un en permanence. Notre visite débute dans ce premier endroit qui est le vestibule, ainsi que la cuisine de la maison. Bien évidemment, ce sont des ajouts faits par M. Robillard et ne reflètent aucunement la gare qui a jadis été à Bourgette. Comme vous pouvez le constater, M. Robillard, dans cette pièce, y a transformé ce qui a jadis été le bureau du maître de gare en salle à manger.
Nous devons également noter qu'auparavant, les plafonds s'élevaient à plus de 10 pieds. D'ailleurs, le lustre qui se trouve dans la maison en fait état. Le plafond suspendu est un rajout pour adapter les besoins de son nouvel occupant. La gare de Bourgette n'était pas seulement une gare de transition où les gens passaient et ne s'arrêtaient pas. En effet, elle comportait, pour la région, une grande salle d'attente. Une salle entrant en effet confortablement plus d'une trentaine de voyageurs. Derrière le mur ouest, on peut même y voir cachée, derrière ce préfini, la porte originelle menant à la billetterie de la gare de l'époque. À l'époque, le train circulait où maintenant se situe le sentier récréatif de Prescott Russell. À la gauche, nous y trouvons également l'accès de la billetterie extérieure. Vous pouvez maintenant constater par vous-même l'intérieur de la billetterie qui a jadis accueilli premièrement M. Brazeau et ensuite M. Robillard comme chef de gare. La billetterie était également jumelée avec les bureaux du chef de gare que nous avons vus précédemment. La gare de Bourgette n'accueillait pas seulement des voyageurs venus de l'extérieur ou des résidents voulant voyager à l'extérieur. Elle avait également une seconde vocation, celle d'être un endroit de débarquement et de livraison de matériel et autres. En effet, la gare de Bourgette était l'endroit par lequel transigeaient plusieurs cargaisons nécessaires pour les régions avoisinantes telles que Fournier, Rockland, Clarence, Hammond et bien plus. Dans cet endroit de cargaison, vous allez en effet constater qu'elle n'a jamais été restaurée par feu M. Robillard. Vous y voyez donc la version originale du hangar. Il est muni des poutres de bois, d'une structure encore à ce jour bien solide et surtout très impressionnante. La gare de Bourgette est typique de son époque. Comme gare de région de 3e classe, en montant à l'étage supérieur, vous pouvez constater le lieu de résidence personnelle de notre directeur de gare, M. Robillard. Un poste qui jadis était considéré prestigieux à l'époque. Bien évidemment, M. Robillard a dû également faire des ajustements pour accommoder ses besoins lors de sa prise de possession en 1970. C'est donc pourquoi, à l'étage supérieur, nous y voyons que des pièces. Le dernier endroit que nous faisons visiter se situe au sous-sol, où, à l'époque, nous entreposions le charbon ainsi que le bois nécessaire pour le chauffage de cet édifice. Comme vous avez constaté, la gare de Bourgette est une institution nous permettant de se remémorer Bourgette comme à l'époque de sa prospérité et de sa grandeur. C'est pourquoi un comité tente de la préserver coûte que coûte afin de donner goût aux générations futures d'y découvrir leurs racines et leur patrimoine. Érigé en paroisse en 1885. La première messe a été chantée le 26 juillet cette année-là. Maintenant, l'église n'était pas encore construite à ce temps-là. Il n'y avait que la chapelle provisoire. C'est l'édifice où vous vous trouvez présentement. Les premiers pionniers, à l'exception de quelques rares Anglais, Canadiens d'origine anglaise,
Nous sommes venus de la province de Québec, la région de Beauharnois, Châteauguay et la région de Saint-Hermance, Saint-Scolastique. Au début, c'était pédibus comme jambus, comme on dirait, à pied ou en charrette, en traîneau. Les routes étaient si mauvaises que je me rappelle même que mon grand-père me racontait que nos gens étaient rattachés au début, avant l'élection de Bourgette comme paroisse, étaient rattachés à Clarence Creek. Alors, nos gens, le dimanche, partaient en voiture, tirés par un cheval, et étaient obligés souvent de descendre de la voiture pour aider au cheval à avancer. Et puis, en arrivant au village de Clarence Creek, bien, ils enlevaient leur gros butterlow, comme ils disaient dans ce temps-là, les cachant sur une clôture, mettaient leurs souliers plus fins, et puis ils se rendaient à l'église pour réciter à la messe. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une poignée de véritables cultivateurs. D'ailleurs, si vous aviez été ici au cours de la guerre, l'essence était rationnée, les voitures étaient rares, et le service chemin de fer était excellent. Alors le dimanche soir, la gare, c'était un rendez-vous. Il y avait de 300 à 400 personnes qui se rendaient là pour voir partir les gens. Il y avait peut-être 150 à 200 passagers qui montaient d'abord pour se rendre pour la semaine travailler en ville, à Ottawa. C'était la forêt. Et une forêt très dense avec de très beaux arbres. Et les pionniers et les fricheurs bien, considéraient les arbres comme l'arbre comme l'ennemi. On arrivait, puis on coupait les arbres, on les jetait dans des coulées, on les faisait brûler. Et puis un des premiers revenus qu'on en tirait, c'était de prendre la cendre pour aller la vendre à Vankleekil, à une trentaine de milles d'ici. Il y en a un on avait baptisé Bissonnette-la-Seine. Lui, il refusait tout au monde si ce n'était pas des sous. Il préférait avoir 5 beaux gros sous noirs, dans ce temps-là, les sous étaient gros, plutôt qu'une belle pièce de 30 sous neuves. Et puis il y avait aussi Tilou, la patte de bois. Lui se promenait dans une régalet, comme on disait dans ce temps-là, et puis attelé, à laquelle était attelé un vieux cheval gris. Et comme il avait une patte de bois, pour simplifier la besogne, quand il arrivait à quelque part, il approchait aussi peu que possible du perron, puis se faisait donner, quand il y avait moyen, l'aumône directement dans sa régalet. Alors, ça économisait beaucoup d'énergie. Depuis 1932, nous avons eu pendant quelques années ce qu'on appelait le Bourgette Poultry Pool, avec une traduction en français, traduction qu'avait trouvée l'agronome régional par cartel de volailles de Bourgette. Alors, c'était une vente annuelle, parfois il y en a eu 2 ventes de ces ventes-là, où tous les gens de la région se donnaient la main pour abattre leurs volailles, les apporter ici, les inspecteurs du gouvernement les classaient, et puis on envoyait ça à des agents montréalais qui les vendaient pour nous. J'ai déjà expédié jusqu'à 25-30 tonnes de volailles dans une seule journée. Alors, mon père et ma mère, en réalité, c'est l'arbre généalogique du père de mon père. Il y aurait l'arbre généalogique à transposer à côté de la mère de mon père. Et de l'autre côté, il y aurait l'arbre généalogique de ma mère qui comprendrait l'arbre généalogique des Ménards et des Langlois. Alors, je suis en bas. Je n'y parais pas. Le ruisseau que traverse la paroisse est connu sous le nom de Bear Brook. De fait, il y a un petit hameau à peu près à une quinzaine de milles ici qui s'appelle Bear Brook, et où commence ce ruisseau-là. Alors, nos bons Québécois qui arrivaient ici ont raccourci le Bear Brook, ont donné à l'endroit le nom de Dee Brook. Et je me rappelle d'avoir déjà vu il y a quelques années encore un morceau de vieille caisse que mon grand-père avait reçu dans le temps où il était marchand ici, et c'était adressé J.A. Langlois, Dee Brook, Ontario. Plus tard, nous avons eu un grand patriote qui a fait sa marque dans l'histoire franco-ontarienne, le curé Raymond, qui avait décidé que ça ne convenait pas un nom anglais pour une paroisse qui était à 98 et même davantage % canadienne-française. Alors, il avait décidé d'appeler ça Belleval.
Il a commencé à sonder les gens, l'opinion des gens. Et puis les pionniers, on se sont montrés passablement rébarbatifs à cette idée-là. Pour nous autres, le nom de Guy Brooks, ça représentait les sacrifices, les moments pénibles où qu'ils avaient donné au développement de la paroisse, de leur ferme. Alors, ils se sont objectés. Alors, le curé a remis son projet, l'a mis de côté. Et puis, une dizaine d'années plus tard, 5 ou 10 ans plus tard, lorsqu'il est venu le temps de fêter le 25e anniversaire de l'élection de Bourgette comme paroisse, il a fait filer des marches de lui-même, puis a décidé de l'appeler Bourgette. Alors, ça s'est fait à l'insu des gens, puis ils l'ont bien accepté. Bourgette, c'est parce que le vénérable premier archevêque de Montréal, Monseigneur Bourget, est décédé en 1885, année où a été fondé Bourget. Nous sommes maintenant rendus à notre deuxième endroit. Nous sommes au 3587 chemin Champlain, ici à Bourgette, où se situait la maison Deneau. La maison Deneau a une histoire toute particulière. Elle débute en 1896, alors que Vincent Ferrier-Deneau, ainsi que son épouse Delphine Lavictoire, viennent s'installer ici à Bourgette. En 1911, la famille Deneau a agrandi leur maison en vue de se préparer pour une plus grande famille. Ce fut la dernière modification portée à cet édifice que vous voyez derrière moi. Même que dans la maison, vous y trouverez également les meubles qui étaient utilisés originalement à cette époque. Un des fils de Vincent Ferrier avait un handicap oculaire sévère, ce qui lui a empêché de continuer ses études élémentaires. Toutefois, cela ne lui a pas empêché de continuer dans la lignée de sa famille qui avait débuté une entreprise d'eau gazeuse Deneau grâce au fait qu'ils étaient situés près d'une source naturelle d'eau de The Brooks. En 1939, Ferréol, qui avait continué à perpétuer l'entreprise familiale, épouse Madame Clara Prévost. Et ensemble, ils eurent beaucoup d'enfants. En 1951, le problème de vision de Ferréol le rend complètement aveugle. Donc, il vend l'entreprise à M. Réal Gagné, qui changea le nom de l'entreprise à Excel. M. Ferréol-Deneau est décédé en 1984. Sa maison a été par la suite vendue à M. Pierre Richer, arrière-petit-fils de Vincent Ferrier-Deneau. Nous sommes maintenant au troisième endroit. Nous sommes situés au 3733 chemin Champlain, où se situe la maison Aldéo Perron. Elle est reconnue comme étant un site patrimonial pour plusieurs raisons. Son histoire débute comme ceci. En 1906, en 1910, la maison que nous connaissons comme la maison d'Aldéo Perron a été construite. Toutefois, son origine provient autrement. D'ailleurs, nous ne connaissons pas qui a vécu de 1910 à 1924, alors que le père d'Aldéo Perron, lui, est venu s'installer ici, de Clarence Creek, dans la région de Bourgette. En 1910, la maison d'Aldéo fut construite. Elle a été construite à partir de briques qui a été fabriquée par la briquerie située à l'est de la gare de Bourgette. D'ailleurs, plusieurs maisons de cette époque ont été construites avec ce même type de matériel. En 1924, M. Aldéo Perron est venu de Clarence Creek s'installer ici dans la région de Bourgette. Il a porté avec lui son épouse ainsi que ses 6 enfants. Télésphore Perron n'est pas venu seul par contre. Il est venu accompagné de son épouse ainsi que de ses 6 enfants. Télésphore n'est pas quelqu'un de très commun.
Il a en effet fait ses études aux États-Unis, ce qui est très rare pour son époque. Il est ensuite revenu ici au Canada, où il a demeuré quelques instants à Clarence Creek pour venir ici à Bourgette. C'est à Bourgette que Télésphore débute son commerce de mazout sous la bannière de British American Oil, maintenant connu sous la bannière Superior. En 1932, Télésphore décide de redéménager à Clarence Creek, où il ouvre un magasin général. Durant cette époque, il épouse Mélanie Perron. Avec son épouse Mélanie Perron, Télésphore a eu 6 enfants, parmi ces deux garçons, Alcide et Aldéo. Aldéo a fait ses études à l'Université d'Ottawa, où il s'est spécialisé en sténographie ainsi qu'en correspondance anglaise. Ses études sont terminées en 1932 et c'est en 1934 qu'il débute, ou qu'il commence plutôt, son périple avec le magasin général de son père Télésphore. Ensuite, Aldéo, ainsi que son frère Alcide, prend la relève de l'entreprise de mazout de leur père. Pendant ce temps, et jusqu'en 1949, Aldéo épousera une dame de la région et aura un enfant nommé Conrad. C'est en 1949 que le magasin général de Clarence Creek sera vendu au fils d'Aldéo, Conrad. En 1964, les fils d'Aldéo prennent la relève de la partie de l'entreprise d'Alcide Perron. C'est d'ailleurs en 1973 que les entreprises de la famille Perron sont finalement vendues. La famille Perron a été une famille très impliquée dans la communauté ici à Bourgette. Aldéo a d'ailleurs été impliqué dans plusieurs organismes. Il a été impliqué notamment au Club d'âge d'or de Bourgette, où il a été le fondateur. Il était membre du conseil d'éducation de la région de Prescott-Russell. Il a été président du comité de finances de la paroisse Sacré-Cœur de Bourgette. Bref, en raison de toute son implication communautaire, ainsi que de la valeur historique patrimoniale de sa maison, il fait partie du circuit patrimonial de la région de Clarence Rock. La première véritable industrie a été celle d'embouteillage d'eau gazeuse. L'endroit où elle s'était installée près de Bois-Ferré, aujourd'hui est désert. Et le bâtiment qui était utilisé a été transporté au village faire un garage qui a été détruit par le feu il y a 3 ou 4 ans. Dans le temps, c'est le garage de M. Réal Perron. Et je me rappelle qu'après la fermeture de cette petite usine, qui s'appelait la Russell Lithia, on y embouteillait surtout de l'eau minérale, qui est très abondante dans notre sol. Je me rappelle qu'après ce temps-là, souvent, nous allions faire des incursions. Les carreaux étaient brisés, nous pénétrions à l'intérieur et nous trouvions des étiquettes de Coca-Cola. Alors, la Russell Lithia avait eu une franchise pour embouteiller du Coca-Cola dans ce temps-là, vers 1910. Donc se termine l'émission 1 de ce pèlerinage ici dans la région de Bourgette. Durant cette émission, nous avons découvert la gare de Bourgette, la maison Vincent Ferrier de Neau, ainsi que la maison Aldéo Perron. J'espère que vous avez apprécié. Restez avec nous pour un autre pèlerinage ici à Bourgette prochainement.